Ultime appel à la population pour dire non au démantèlement de la sidérurgie. Le rêve existe encore. Et je peux vous... Ouvriers, commerçants, syndicalistes, tous sont sans illusion sur la fermeture d'ArcelorMittal, mais pas question de montrer qu'ils ont laissé faire sans rien dire. Le Front National nous demande de venir. Le Front National ne veut pas nous dégager. F comme fasciste, N comme nazi. C'est pas le drapeau bleu-blanc-rouge qu'on a besoin. C'est pas ça de la pire, la sidérurgie, d'accord? Vous ne ferez pas de récupération politique sur le dos de la misère des salariés. Je vous le dis, vous ne ferez pas de récupération politique sur le dos. Donc vous rangez, vous dégagez. Les fachos, dehors! Les fachos, dehors! Les fachos, dehors! On t'a jamais vu défendre la sidérurgie? Tout d'un coup, tu viens aujourd'hui. Allez, dégage! 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 Tu t'en planté! Tu dégages! Tu dégages, Sylvie! Tu dégages! Travailleurs! Absolument! Je suis candidat à l'élection présidentielle, dans un moment particulièrement crucial pour notre pays. C'est pas la première fois que je viens ici en Lorraine. J'étais encore il y a peu à Gandrange pour rappeler les promesses qui n'avaient pas été honorées. Je viens donc devant vous prendre des engagements avec toute la responsabilité nécessaire. Je ne veux pas, moi, me retrouver dans la situation d'être élu un jour sur une promesse et ensuite ne pas revenir parce qu'elle n'aurait pas été tenue. Le premier engagement, c'est de faire en sorte que nous défendions notre filière d'excellence, la filière sidérurgique. Et je sais, tout à l'heure ça a été rappelé, qu'ici se fabrique le meilleur acier d'Europe. Et c'est la raison pour laquelle les constructeurs allemands et autres achètent ici leur acier. D'où l'enjeu de la réouverture. Je suis venu aussi vous dire que si Mittal ne veut plus de vous, ce qui serait un grand tort de sa part, si ce groupe n'est d'ailleurs animé que par des intérêts financiers et non pas des intérêts industriels, alors même qu'il avait dit lorsqu'il a repris Arcelor qu'il venait comme industriel et qu'il se comporte comme un financier. Eh bien si Mittal, je ne le souhaite pas, ne veut plus de vous, oui, je suis prêt parce que je viens ici aussi comme député. Et j'avais déjà pris cet engagement à Gandrange, que nous déposions une proposition de loi qui dirait la chose suivante, et ça vaut pour ici comme pour d'autres sites, quand une grande firme ne veut plus d'une unité de production, mais ne veut pas non plus la céder, nous en ferions obligation pour que des repreneurs viennent et puissent donner une activité supplémentaire. Sauvez-nous! On est là pour ça. Sauver Léo Fourneau de Florange. Le candidat François Hollande s'y engage. Nous sommes en février 2012 en pleine campagne présidentielle. Sa visite soulève une vague d'espoir chez les salariés d'ArcelorMittal. Je ne veux pas, moi, me retrouver dans la situation d'être élu un jour sur une promesse et ensuite ne pas revenir parce qu'elle n'aurait pas été tenue. Par cette phrase, François Hollande veut se démarquer de son prédécesseur Nicolas Sarkozy, tenu en échec à Gandrange. Mais une fois installé, le nouveau gouvernement patine. Arnaud Montebourg plaide pour la nationalisation temporaire de l'acierie. Nous sommes aujourd'hui dans un bras de fer qui commence. Et nous allons le mener ensemble. Jean-Marc Ayrault, lui, s'y oppose, hasardeux et trop coûteux à ses yeux. François Hollande tranche en sa faveur. Le gouvernement obtient finalement du groupe qu'il s'engage à investir 180 millions d'euros sur le site sur 5 ans. En avril dernier, Léo Fourneau ferme définitivement, 629 salariés sont touchés. Nombreux d'entre eux s'estiment trahis par le président. Il a donné notre confiance, on a espéré beaucoup pour un résultat qui aujourd'hui n'est bien loin de la hauteur des attentes des travailleurs de Florange. La promesse initiale de François Hollande s'est transformée en proposition de loi actuellement débattue. Elle obligerait les entreprises de plus de 1000 salariés à chercher un repreneur sous peine de pénalité financière. Ça a été musclé, si je puis dire. On s'est dit les choses
fermement, vertement, avec tout le respect qu'on doit à la fonction présidentielle évidemment, mais on n'a pas mâché nos mots et on lui a dit toute la rancœur et toute l'amertume, la colère que nous avions depuis le 30 novembre. Maintenant, on ne va pas non plus passer de notre vie à ruminer et à pester, il faut regarder vers l'avenir. Et là, enfin l'État prend conscience qu'il a intérêt à garder la mainmise sur les brevets parce que Mittal ne possède pas que les usines, il possède aussi la propriété intellectuelle et ça c'est dangereux pour la France. Vous l'avez vu, François Hollande était aujourd'hui à Florange. Conformément à sa promesse d'y retourner, il a annoncé un investissement de 20 à 50 millions d'euros pour une plateforme publique de recherche et de développement industriel pour la sidérurgie lorraine. Si c'est une opération de communication, elle est plutôt réussie. Il s'en est bien sorti, à part quelques sifflets, non ? Non, je ne crois pas. Je crois que les Français ne sont plus dupes de ce type d'opération. La réalité, c'est qu'il s'agit là de reventiler des sommes qui avaient déjà été débloquées. Et ça ne fera pas oublier aux ouvriers que le Parti socialiste les a totalement trahis, totalement abandonnés. Et ils ont plutôt bien accueilli M. Hollande aujourd'hui. Oui, enfin, j'ai remarqué d'ailleurs un changement spectaculaire de la part de M. Martin. J'imagine qu'il essaye de se placer parce que alors il est devenu tout d'un coup très très poli et même il y voit un espoir là où hier il réclamait des actes évidemment forts. Ça prouve aussi la trahison des syndicats. C'est une double trahison en quelque sorte aujourd'hui. Une trahison politique et une trahison syndicale. Tous les syndicats. Oui, je crois que tous les syndicats sont hélas dans le coup. Ils sont tous là pour canaliser la colère des ouvriers. Et puis, au coup de sifflet des gouvernements respectifs, eh bien, ils oublient les intérêts qu'ils sont censés défendre. J'en profite d'ailleurs parce qu'il y a un livre qui vient de sortir et qui dénonce de manière très violente le fonctionnement corrompu des syndicats. Le choix du 12-15, c'est un livre, il est signé de Roger Langlais et de Jean-Luc Touly. Vous voyez, il s'appelle Syndicat, corruption, dérive, trahison. Bonjour messieurs. Bonjour. Vous dressez un constat absolument incroyable, malversation, détournement, enrichissement personnel. Première question, est-ce que tous les syndicats sont concernés, Jean-Luc Touly ? Oui, absolument. C'est un système généralisé suite à une enquête qu'on a menée depuis plus de 3 ans qui nous ont apporté un certain nombre de témoignages criants dans toutes les grandes entreprises publiques et privées. Donc c'est un système, effectivement, et nous avons eu l'idée de dénoncer ça et que le public sache de quoi il s'agit. Alors, Roger Langlais, tous les syndicats sont concernés et le patronat couvre tout le monde. C'est le problème, disons c'est le problème clé même. C'est-à-dire que quand il y a corruption, il faut aussi qu'il y ait des sources de corruption, des corrupteurs, etc. Là, disons que tout est devenu bon pour maintenir la paix sociale. Et là où normalement il devrait y avoir une défense des salariés par les syndicats de salariés, eh bien on a aujourd'hui une passivité et même des tabous auxquels il ne faut surtout pas toucher, à savoir les sources de financement, les vrais circuits. Aujourd'hui, les cotisations ne représentent plus dans les ressources syndicales en moyenne pour l'ensemble que 3 à 4%. Ce qui est absolument dérisoire. Et plus ça va, d'ailleurs, l'attitude passive des syndicats ouvriers fait que... D'où vient l'argent, alors ? Cet argent, il vient essentiellement à 90%, c'est énorme, 90% des directions d'entreprises privées et publiques. Voilà. C'est-à-dire que les directions d'entreprises donnent de l'argent qui va directement dans la poche ou au bénéfice de responsables syndicaux et pas dans la poche de ceux qui sont censés en profiter, c'est-à-dire les salariés. C'est l'idée. C'est l'idée. Il y a plusieurs façons de le faire. Il y a la publicité payée par les grandes entreprises publiques et privées, dont les journaux syndicaux. On peut s'étonner parce que ce n'est pas les clients, les syndicats. C'est les comités d'entreprise avec des frais de fonctionnement complètement incontrôlés. Je rappelle que la dernière loi sur les syndicats date de 1884. Aujourd'hui, les syndicats, les comités d'entreprise n'ont aucune obligation de faire certifier leurs comptes. Et il n'y a pas d'appel d'offres. Or, justement, dans les grandes comités d'entreprise comme la SNCF, la RATP, EDF, etc., Air France, on constate que des centaines de millions d'euros sont attribués chaque année aux comités d'entreprise et ces centaines de millions, une grande partie est dévoyée. Et malheureusement, va dans les fédérations syndicales des secteurs d'activité concernés. Ou dans des poches personnelles. On achète la paix sociale, on parle de montant de combien ? On parle de quoi en fait, ça se joue sur des milliards. Si on regarde toutes les sources de financement, y compris donc, le fait de siéger dans les organismes paritaires, le 1% logement, la sécurité sociale, etc. Là, vraiment, ça se joue sur des milliards et des milliards. Beaucoup d'argent part dans des poches personnelles à travers des systèmes de surfacturation et de rétrocommission ou tout simplement de fausses factures. Alors là, clairement, vous donnez des noms, vous expliquez le système. Alors on ne va pas pouvoir évidemment prendre tous les exemples, mais vous parlez beaucoup de Bernard Thibault, qui était à l'époque secrétaire général de la CGT, et de sa femme, ça se passait à la SNCF. C'était quoi, en gros, l'idée ? Eh bien, il y a 26 comités d'établissement qui gèrent les activités sociales et culturelles de l'ensemble des salariés, et il y a un comité central qui gère les cantines, qui gère les colonies de vacances, les centres de vacances.
Dans les 3 ou 4 grands dirigeants de ce comité central, il y a Madame Thibault, il y a aussi les 2 enfants Thibault qui ont été recrutés depuis peu. Et cette personne, si vous voulez, sans appel d'offres, a confié à un certain nombre de prestataires qui ont surfacturé, hein, je mis le mot surfacturé, et par ce biais-là, a acheté effectivement une sorte de paix sociale, mais des salariés du comité central nous ont informé justement que le contrôle de gestion n'est pas assuré et que ces gens qui nous ont informés ont été victimes de harcèlement. Notamment le contrôleur de gestion qui a quand même été licencié de façon abusive pour avoir dénoncé l'opacité sur les comptes qu'il devait vérifier. Il y a des représailles qui sont très fortes, avec des pressions qui sont très fortes pour que le système perdure. On a un véritable système de harcèlement moral et de licenciement abusif. Et on a des jugements qui ont eu lieu récemment avec notre avocat Emmanuel Burger. Au niveau de la SNCF, il y a des gens qui ont été condamnés au niveau du comité central d'entreprise, des comités d'établissement de la SNCF. Donc on ne part pas sur des idées a priori. La SNCF, mais d'autres entreprises aussi? Oui, la RATP, la EDF, évidemment c'est connu, Air France, hein, où je dirais par rapport à ce que disait Roger, comment se fait-il que le patron d'Air France, qui est le président du comité d'entreprise, a laissé faire ce déficit qui s'est accumulé depuis plusieurs années et a même ouvert un compte pour que justement ces syndicats qui dirigent ces comités d'entreprise puissent payer leurs prestataires. Or, ce compte était déficitaire à hauteur de 7,5 millions d'euros. Mais comment vous avez pu prouver ces choses-là? Parce que c'est tellement énorme qu'on a du mal finalement quasiment à y croire. C'est justement ce qui est en train de bouger, en train de changer. C'est-à-dire que l'essentiel des témoignages qu'on a réunis, ce sont des syndicalistes actifs qui refusent justement cette passivité et qui sont en guerre. On a des guerres intestines aujourd'hui au sein des grands syndicats qui sont très symptomatiques de ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire d'un côté à la base des gens qui sont des syndicalistes qui sont actifs, qui ne sont pas achetés, on va dire, même si là il y a aussi des pratiques de corruption directement par les entreprises concernées, mais en gros ce sont des syndicalistes actifs qui depuis des années qu'ils voient ce qui se passe, sont ulcérés et donc nous ont apporté spontanément, souvent on a été le chercher aussi, on a fait un véritable tour de France des entreprises, nous ont apporté leurs témoignages, documents à l'appui. Les salariés aussi sont venus vers vous? Absolument. J'étais moi-même syndicaliste, donc c'était beaucoup plus facile d'avoir ces informations-là. Et par exemple, un prestataire de service qui organise l'arbre de Noël pour le comité central de la SNCF, l'entreprise King Jouet, était obligé par son fournisseur, sous son traitant, de payer une publicité dans le journal de la Fédération CGT des cheminots pour pouvoir avoir le marché. Donc tous ces procédés, nous les jugeons absolument inqualifiables. C'est un système mafieux. C'est un système pratique mafieux. Absolument. Et c'est pour ça qu'on veut le dénoncer, parce qu'on considère que le syndicalisme est utile, est absolument indispensable à la démocratie, et qu'aujourd'hui, du fait de ces rapports qui existent entre les différents gouvernements, les entreprises regroupées dans le MEDEF et les principaux dirigeants syndicaux, c'est tu me tiens, je te tiens, je ne dirai rien. Vous avez tenté d'avoir des explications, de voir Bernard Thibault? Il vous a parlé? Nous avons interrogé la CGT pour essayer de remonter avec lui, mais on avait déjà eu maille à partir. On a eu un procès avec le numéro 2 de la CGT, le trésorier de la CGT, Michel Dondu, qu'on a fait condamner. C'est pas parce qu'on voulait le faire condamner, mais on voulait connaître cette vérité pour essayer d'y remédier. Parce qu'il diffusait l'information selon laquelle nous serions des menteurs. Donc on l'a fait condamner. Bernard Thibault, les représentants de la CGT sont évidemment les bienvenus sur le plateau de BFM TV pour répondre à vos questions. Donc, syndicat, corruption, dérive, trahison, ça sort demain aux éditions First. Là aussi. La France est vraisemblablement un des pays du monde, sinon le pays du monde le moins syndiqué. Il y a déjà des décennies entières que le taux de syndicalisation est de 7 ou 8%. Une des raisons, je ne vais pas m'étendre, mais une des raisons, c'est précisément le type de trahison dont je parlais tout à l'heure. Chérec, père qui lâche la présidence de la CFDT pour devenir préfet extraordinaire en Lorraine chargé de la liquidation de la métallurgie lorraine et donc des métallurgistes lorrains. On peut rappeler également, et ça, j'ai pas besoin d'être centenaire pour me le rappeler, mais je me le rappelle de façon très vive, qu'il y a une dizaine d'années, le scandale a éclaté. L'UIMM, l'Union des industries métallurgiques, avait versé, notamment à Force ouvrière, des millions d'euros pour, ouvrez les guillemets, huiler les relations sociales. Donc, il ne s'agit pas de laisser entendre qu'on a l'impression qu'on dirait bien que ce sont des jaunes et des traîtres. On les a pris avec l'argent du patronat dans la poche. On peut donc pas s'étonner que la majorité, plus de 90% des travailleurs français refusent d'ajouter à ces pourboires patronaux des cotisations prises sur leur